Bonsoir à tous. Je lance donc un nouveau salon vocal sur X et je lance pour expliquer pourquoi il existe un parti des Européens, qu'est-ce qu'il a comme but, qui justifie son existence tout simplement. Donc au départ, il faut parler d'Europe. Qu'est-ce que l'Europe? Bien, c'est une réalité ethnique. Alors, le terme fait peur, le terme choque évidemment, mais c'est pourtant quelque chose de bien réel. Il y a une européanité qui est définie par l'ascendance, et cette européanité, en fait, il n'y a qu'en Europe qu'on la nie. Le monde entier admet parfaitement la parenté profonde qui lie les Européens entre eux. Une parenté qui est parfois utilisée par d'autres termes que européen, le terme blanc est parfois employé, mais pour le monde entier, sauf les Européens. C'est une réalité. Vous le demandez à un Chinois, vous le demandez à un Indien, vous le demandez à peu près n'importe qui. C'est comme ça que c'est vu. Le paradoxe est là, c'est qu'il y aurait des différences absolument impossibles à faire disparaître, ou en tout cas à négliger entre Européens. En revanche, il y aurait très peu de différences et des populations pourtant très distinctes de nous. Je me souviens de la phrase d'Assino qui m'avait répondu que les Français étaient plus proches des Maliens ou des Algériens que des Lettons, par exemple, et d'autres peuples européens. Donc ce mensonge-là, ça n'existe qu'en Europe. En fait, c'est comme si quelqu'un se regarde dans la glace et au lieu de voir qui il est, il voit quelqu'un d'autre. Et il se trompe complètement, évidemment. La population européenne est, au sens grec du terme, homogène. Selon l'expression d'Aristote, la homogénéia, c'est-à-dire que les Européens sont de même souche, ils sont de même origine, de même lignée, de même race. Voilà, c'est une parenté de peuplement, une parenté de civilisation en prime qui s'ajoute à cela. Et c'est quelque chose qui est absolument incontestable, indéniable. Voilà comment on peut voir l'Europe. Et l'Europe, évidemment, c'est un héritage commun à tous les Européens. Nos ancêtres, qu'on appelle les Ariens ou Indo-Européens, qui reposent sur une notion linguistique, évidemment, culturelle et religieuse, sachant que les populations européennes ne sont pas nécessairement toutes de cette langue. Il suffit de penser aux Basques, aux peuples de Finlande ou d'Estonie, aux Hongrois et autres. Mais c'est la base principale, c'est la matrice, on va dire, qui a fondé l'Europe. Il est d'ailleurs amusant de se souvenir que le mot Europe, souvent, est décrit par des historiens pourtant confirmés comme un emprunt aux Phéniciens, donc à une langue sémitique, au Levant. Europée, ça serait une déformation de Ereb qui désignerait l'Occident. On ne voit pas comment, linguistiquement, on aboutirait à ça. Si on prend le terme grec Erebos, par exemple, qui désigne un ciel un petit peu rouge, ça vient d'un européen Regos. Vous voyez que même un mot très proche n'est pas apparenté. Donc, europée, c'est composé de deux formes. On va dire Eurus, qui veut dire vaste, large, et opé, qui désigne la vue, comme dans optique. Donc, l'Europe, au sens strict, c'est celle qui voit large, c'est celle qui, a le regard qui va le plus loin. Bon, c'est très poétique et c'est quelque chose qui intéresse notre civilisation parce que ça ressemble bien à notre démarche. Nous, les Européens, on aime bien aller plus loin. Et par ailleurs, il y avait un culte de Déméter européen en Grèce, dans une ville qui s'appelle aujourd'hui Livadia, en Béotie, près de Thèbes, et qui était donc une déesse très importante de toute cette région. Voilà, donc l'Europe, c'est un terme européen, grec et indo-européen. C'est pas du tout un emprunt à l'Orient. Et vous voyez que toujours l'Europe est définie comme par des choses qui lui sont extérieures. Par exemple, le christianisme qui vient du Proche-Orient. On ne définit jamais l'Europe par elle-même. Et moi, ce que je propose, c'est justement de revenir à ce qu'est l'Europe en vérité, de recentrer tout sur l'Europe. Donc ça, c'est la base de fond. Première analyse, il y a une européanité commune, elle existe, c'est une réalité, et on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas un processus de construction nationale de l'Europe comme il y en a eu à partir du XVIIIe siècle pour la France, l'Allemagne et l'Italie. En fait, c'est juste une étape suivante et logique. Prenons l'exemple d'un Italien favorable à l'unité de l'Italie qui s'appelait donc Mazzini. Il avait créé une jeune Italie et ensuite il a créé une jeune Europe pour unir les Européens. C'est-à-dire que même pour Fichte et tous les nationalistes du XIXe siècle,
il était évident qu'un jour ou l'autre, l'Europe serait unie. Même pour le général de Gaulle, qu'on présente comme une figure des souverainistes, c'est pas vrai du tout. Dans ses mémoires d'espoir, il dit bien qu'il est normal que les Européens, parce qu'ils sont de même race et autres, finissent par former un tout. Et un tout politique avec ses institutions, etc. Donc, les souverainistes qui se réclament du général de Gaulle, soit ne l'ont pas lu, soit l'ont lu de manière biaisée, soit ne s'en réclament que stratégiquement. Parce qu'il faut se référer à un grand homme plutôt qu'être soi-même acteur de l'histoire. D'ailleurs, je trouve que cette dette permanente de prétendus hommes politiques à l'égard d'autres penseurs, ça montre le peu d'envergure qu'ils ont. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire en première instance. Donc ça, c'est la première analyse. La deuxième raison, pourquoi un parti de plus alors qu'il y a multiples partis, y compris pour défendre les animaux et autres? Eh bien, parce qu'il y a un manque. Il y a une absence, et une absence qui est très problématique. En fait, quand vous regardez les sondages, par exemple en France, vous avez à peu près 70% des Français, peut-être même plus, qui sont favorables à la construction européenne, même s'ils peuvent être déçus par certains aspects de l'Union européenne d'aujourd'hui, qui n'est pas satisfaisante, et n'est pas satisfaisante parce que ce n'est pas une vraie Europe politique et qu'elle n'est pas vraiment unie. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc, il y a aussi 70% des Français qui pensent qu'il y a trop d'immigration, sous-entendu extra-européenne, en France. Ce malentendu, on le retrouve partout parce qu'on retrouve, par exemple, au Royaume-Uni. Lorsque les électeurs ont voté pour le Brexit, les classes populaires, c'était un vote anti-immigration. Parce qu'ils pensaient, à tort, que l'Union européenne était responsable de l'immigration que ces peuples, comme les Britanniques, subissaient. Et donc, c'est toujours le même problème. C'est que vous avez d'un côté les prétendus pro-européens, qui sont des euromondialistes, qui sont pro-immigration, et qui méprisent profondément la valeur du peuple, qui méprisent le droit du peuple à disposer de lui-même, qui veut soumettre le peuple à toutes sortes de règles juridiques contraignantes. Donc, vous avez d'un côté des faux européistes, à la star de Macron, et puis vous avez en face des gens qui ne sont pas vraiment anti-immigration, qui confondent l'immigration européenne, qui pour moi d'ailleurs n'est pas de l'immigration, avec l'immigration non européenne, et donc en conséquence vont à côté de la plaque. Donc finalement le drame c'est cela, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un courant pro-européen et anti-immigration? Pourquoi il faut toujours des anti-européens qui prétendent être anti-immigration et des pro-européens qui sont forcément pro-immigration? Car nous n'avons que cela. Alors bien sûr, il y a d'autres petites formations politiques comme Volt qui veulent défendre une Europe politique, mais toujours pour une Europe de l'ouverture et une Europe de la négation de l'identité européenne ethnique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont là aussi des faux européistes. Un vrai européiste, il veut une Europe unie, mais il veut cette Europe unie parce qu'il y a un peuplement européen commun. On ne fait pas une nation européenne parce qu'on a envie de mettre en commun de l'économie. C'est parce qu'il y a une souche commune, parce qu'il y a une parenté, parce qu'on se reconnaît dans autre chose qu'un marché économique. On se reconnaît dans une ethnicité, dans une identité, dans une civilisation, dans une culture partagée. C'est ça qui définit l'Europe. C'est pas autre chose. Et donc, il n'y a pas de parti politique pro-européen et anti-immigration. Alors, j'ai pris l'exemple du Brexit. Regardez, Farage, il prétend être anti-immigration et il est farouchement anti-construction européenne. De l'autre côté, ses adversaires, par exemple les libéraux démocrates britanniques, sont pour la construction européenne, mais ils sont à fond pour l'immigration et ils sont pour la tolérance générale, etc. Le malentendu là, vous êtes britannique, vous voulez voter contre l'immigration, vous votez pour un parti anti-européen, alors que c'est pas ce que vous voulez. Vous êtes pro-européen, vous votez pour un parti mondialiste, alors que vous voulez une Europe qui avance. Et aujourd'hui, depuis l'euro 2002, il n'y a aucune avancée réelle, significative de la construction européenne, de l'Union européenne, ça n'avance pas. On nous parle d'armée européenne depuis un an ou deux, depuis la guerre en Ukraine. Elle est où cette armée européenne? Il n'y a même pas le début du commencement d'un embryon. Donc voilà, l'absence de parti politique pro-européen anti-immigration justifie l'existence d'un parti des Européens. Et c'est une chose importante à dire par rapport à cela. Pourquoi un parti des Européens et pas un parti de l'Europe? Parce que justement, l'Europe, elle est incarnée par les Européens, qui ne sont pas des gens simplement présents sur un territoire géographique. C'est pas ça qui définit un Européen. C'est pas être en Europe égale un Européen. Non, c'est une ethnicité, c'est une ascendance, c'est un peuplement. Il y a un peuplement européen, ancestral, comme il y a un peuplement indien ou chinois. C'est pas une question de géographie, c'est une question, comme je l'ai dit, d'ethnicité. Donc, évidemment, le drame est là. Vous avez des immigrationnistes pro-européens, des anti-immigrationnistes prétendus d'ailleurs anti-européens, et on est coincé. Il faut rompre ce cercle vicieux et dire, voilà, les Européens veulent une Europe politique, ils savent, ils ont compris que c'était nécessaire, on le voit tous les jours, mais ils veulent que l'Europe reste européenne ou redevienne européenne, ils ne veulent pas d'une Europe, un terrain de camping qui ressemble aux États-Unis où les Européens à terme seront minoritaires. Voilà ce que les Européens ne veulent pas. Ils veulent une Europe politique, identitaire.
Et donc, nous prenons un européisme identitaire et à partir des Européens pour rassembler les Européens lucides, quelle que soit leur nationalité actuelle, et les unir afin que nous ayons cette Europe politique dont nous avons besoin. Et j'expliquerai un petit peu encore après pourquoi. Par ailleurs, il est vrai que donc j'ai parlé de l'héritage indo-européen, voire rien, mais il y a une matrice plus récente gréco-latine qui a été ensuite enrichie d'apports celtiques, germaniques, slaves, c'est-à-dire que tous les Européens ont apporté en complément à la Grèce et à Rome leur savoir-faire, par exemple la navigation est due essentiellement aux Vikings qui ont complètement révolutionné la navigation. Sans les Vikings, il n'y aurait jamais eu la conquête de l'Amérique. Alors, évidemment, il y a une foi native européenne qui n'est pas le christianisme, puisque le christianisme vient d'Orient, même si beaucoup d'Européens sont chrétiens, évidemment, il ne s'agit pas de leur reprocher, mais il faut simplement dire que notre identité, elle repose sur une tradition religieuse estimable qu'il n'y a pas à rejeter sous prétexte que des religions plus à la mode, entre guillemets, auraient leur place. Voilà. La foi native européenne est mère de nos arts. Il suffit de penser au château de Versailles, qui est rempli de statues des dieux grecs ou latins. Voilà, bien sûr, il y a des églises, bien sûr, il y a des représentations chrétiennes aussi, mais ne négligeons pas cela. Malgré la christianisation, l'art européen reste essentiellement dominé par des symboles, on va dire guillemets profanes, qui en fait sont notre fanum, de notre temple, en réalité, c'est la religion des Européens. Voilà, donc l'Europe a pu se confondre avec la chrétienté parce que le monde islamique s'est emparé de l'Afrique du Nord et a refait de la Méditerranée une frontière. Et donc, heureusement, d'une certaine manière, ça a permis aux Européens de rester eux-mêmes parce que l'Empire romain avait un défaut de brassage qui menaçait l'identité européenne à terme et l'identité européenne des Grecs ou des Romains aussi bien. On voit génétiquement qu'ils ont survécu et que les Germains, d'une certaine manière, d'un côté, et les Arabes de l'autre, ont recréé une frontière naturelle entre deux civilisations et deux peuplements qui étaient très différents et qui n'avaient pas vocation à vivre ensemble. Et c'est la faute de la France coloniale et c'est la faute des politiques en Europe d'avoir recréé un lien avec l'autre continent, alors que ce lien, il aurait fallu le maintenir fermé. On en paye aujourd'hui les conséquences. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, cette absence, il faut y répondre. Il faut regarder aussi une analyse objective de la situation. Le problème, c'est à qui devons-nous la ruine de la France et de l'Europe? Est-ce que c'est l'Union européenne actuelle qui est responsable des politiques migratoires que nous subissons et que nous ne voulons pas? Est-ce qu'elle est responsable du déclassement économique de la France? Est-ce qu'elle est responsable des politiques que les gouvernements imposent aux Français? Est-ce que c'est l'Union européenne qui demande à supprimer 2 jours fériés, etc.? Non, l'Union européenne, elle demande une rigueur budgétaire parce que pour l'euro, il fallait 3% d'inflation maximale par pays. Or, la France a bénéficié depuis des années d'une dérogation de fait, puisque lorsque l'Italie dépassait à peine 3%, elle était sanctionnée. Et lorsque la France était à 4,5 ou 5%, on ne faisait rien. Mais c'était valable tant que l'Allemagne était forte, tant que l'Allemagne avait une dynamique économique importante. Aujourd'hui, l'Allemagne est en régression par rapport à ça. Elle est donc moins capable de nous défendre, et l'euro, forcément, est moins fort que par le passé. Et la France, pendant des années, a profité d'un euro fort pour dépenser beaucoup plus que de raison, et tout ça pour acheter la PCB dans les banlieues, pour l'outre-mer, pour des politiques démagogiques dans tous les domaines. On a gaspillé l'argent public des Français, et aujourd'hui, on se réveille avec un déficit absolument monstrueux, et au lieu de se dire c'est la faute des gouvernements, ah non, c'est l'Union européenne qui serait responsable. Non, l'Union européenne n'a pas obligé la France à mal gérer son économie et à profiter de l'euro de manière malhonnête. Les Grecs ont fait un peu ce jeu-là, ils l'ont payé eux, et ils ont pris le taureau par les cornes, ils ont fait des réformes parfois très douloureuses qui étaient nécessaires. La France n'est pas exactement dans la situation de la Grèce, mais la France en tout cas a largement dévoyé son économie. Donc évidemment, ce sont les États qu'il faut accuser, et pas l'Union européenne actuelle, qui de toute façon n'est que l'émanation des États. Quand je vois tous ces gens qui s'attaquent à Mme von der Leyen, j'ai envie de leur rappeler qui est-elle. C'est une ministre de la Défense CDU de Mme Merkel, qui était d'ailleurs très médiocre, qui était rejetée par les soldats, et Merkel ne voulait surtout pas qu'elle ait une dynamique nationale. C'est-à-dire qu'au départ, Leyen, elle voulait peut-être devenir chancelière allemande. Et à l'époque, Merkel avait une autre candidate en tête qui finalement va jeter l'éponge par ailleurs. Donc elle veut se débarrasser d'Ursula von der Leyen sur le terrain national. Elle ne veut plus l'avoir dans les pattes. La meilleure façon, c'est de la balancer à l'Europe. Comme ça, on s'en débarrasse, comme Rachida Dati s'est retrouvée au Parlement européen parce que la droite parisienne n'en voulait plus. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, l'Europe, ça sert de sac poubelle à la politique politicienne nationale. Bon. Donc, elle a été proposée à la présidence de la Commission. Macron devait recaser Lagarde de son côté, à la Banque centrale européenne. Deal. Voilà comment ça s'est passé. Donc, prêter à Mme von der Leyen un pouvoir
considérable, qu'elle aurait une influence supérieure au chef d'État de gouvernement, c'est un mensonge. Elle n'est que leur créature. Et si elle a été reconduite dans ses fonctions de présidente de la commission, c'est parce qu'elle était satisfaite de sa politique, y compris dans la gestion Covid, puisqu'elle n'avait fait que répondre à ce qui lui avait été demandé par les gouvernements. Donc on s'en moque de Mme von der Leyen. Si la place de président de la commission était importante, ce ne serait pas elle qui serait en place. Donc les États sont le problème. C'est pas l'Union européenne le problème. Même si elle est nocive aujourd'hui, parce que les États le sont. Et donc il faut arrêter cette idée que quitter l'Union européenne, c'est la bonne réponse. Au contraire, l'Union européenne nous offre des opportunités d'alternatives qui n'existeraient plus si on la quittait. On serait otage de l'État français pour toujours. Il faut surtout pas être dans cette situation-là. Il faut donc profiter de l'Union européenne pour la jouer contre les États. Alors, les États sont nocifs dans tous les domaines. Et ils sont contraignants en matière juridique de manière extrêmement forte. Vous le voyez dans l'actualité tous les jours, quand vous voyez que le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État censure des lois qui sont votées par les parlementaires élus pourtant par les Français, vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème quelque part. C'est pas l'Union européenne derrière cela. L'Union européenne, il y a des traités qui la définissent et ces traités ne touchent pas aux régaliens, à l'exception du cas de l'euro. Mais on a vu que l'État français avait d'ailleurs fait n'importe quoi avec l'euro sans qu'on lui tape sur les doigts pendant très longtemps. Donc ça veut dire que la France était bien souveraine puisqu'elle pouvait dépenser plus que de raison. Si elle n'avait pas été souveraine, peut-être que des politiques de maîtrise budgétaire lui auraient été imposées et que nous ne serions pas dans la même situation. Donc, évidemment, la question de la nationalité et de l'immigration, soyons très précis. La question du droit d'asile, c'est un cas spécifique. Vous avez des migrants qui, illégalement, débarquent à Malte, aux Canaries, à Ceuta et Melilla, à Lampedusa, dans les îles grecques ou ailleurs, ou qui passent par la frontière des pays baltes ou autres. Ils viennent parfois encouragés par des pays comme la Biélorussie, qui se sert de ça comme un moyen de pression, ou par la Turquie. Et ils viennent parce qu'ils le peuvent, parce qu'il y a déjà des communautés implantées chez nous, parfois illégalement au départ, là aussi, et qu'il y a des relais par les associations de gauche et d'extrême gauche, et les associations catholiques aussi, qui favorisent la présence de ces gens sur notre sol. Bon. Donc, la plupart, ils ont compris une chose, il faut demander tout de suite le droit d'asile. Voilà. Sinon, normalement, ils sont reconduits dans leur pays. Donc, ils demandent tous le droit d'asile. Et le droit d'asile, ça fait très longtemps qu'il a été dévoyé. Et que, de toute façon, les procédures pour décider que quelqu'un a le droit d'asile ou pas, c'est 2 ans minimum. Donc, ce qui se passe, c'est que les Espagnols, les Italiens, les Grecs, les autres, les Maltais, par exemple, ils ont tout le flux, puisqu'ils sont en première ligne. Donc, ils disent, il faut nous aider, parce que c'est pas à nous de tous les gérer. Et donc, c'est là qu'il y a le système d'aide et d'entraide qui fait que la Commission de Bruxelles dit les autres pays de l'Union européenne, il ne faut pas laisser les Grecs et les Espagnols et les Italiens tout seuls, il faut partager le paquet cadeau. Donc, il faut qu'il y ait des migrants qui soient répartis dans les autres pays d'Europe parce qu'on ne peut pas imposer à 3-4 pays de l'Union européenne de gérer tout. Sans parler des conséquences économiques, financières et autres, ce n'est pas les pays les plus riches. Bon. Voilà pourquoi il y a des répartitions de migrants et pourquoi ils ont fait une loi pour punir de 20 000 €, je crois, d'amende le pays qui les refuserait. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur hongrois de Viktor Orban a voté pour cette mesure de 20 000 €, bien qu'Orban ait prétendu qu'il était contre. C'est toujours la même chose avec les autocrates de Slovaquie, de Hongrie, etc. Ils disent oui en douce et disent non dans la presse. Voilà. Donc ce sont évidemment des menteurs, bien entendu, comme les autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas auréoler Orban et compagnie de vertus imaginaires. Donc, à l'arrivée de tout cela, les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette seule question qui concerne Schengen et l'Union européenne. Le reste de l'immigration, alors, les titres de séjour, ils sont donnés par les États, notamment par l'État français, qui donne énormément de titres de séjour depuis quelques années aux Algériens et aux autres populations issues de l'ancien empire colonial. C'est pas l'Union européenne qui leur impose. Bien sûr, si la France fermait ses frontières à ces immigrations, là, peut-être qu'elles essaieraient de venir par d'autres pays, venir en Italie ou en Espagne pour passer par la France. Il y a des cas, sûrement. Mais d'une manière générale, c'est parce que d'abord, on donne des titres de séjour pour des études bidons et compagnie. Donc le flux, il est national, dans la grande partie. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens rentrent dans notre pays avec un titre de séjour, et puis quand ce titre de séjour a fini d'exister, il n'est plus valable, il reste, et ça devient des clandestins. C'est pas plus compliqué que ça. La plupart des clandestins en France sont rentrés légalement, pas illégalement, contrairement à ce qu'on croit. Qui régularise? C'est-à-dire qui donne des papiers à ces gens qui sont rentrés illégalement? L'État français. Qui donne la nationalité française à ces gens? L'État français. C'est pas l'Union européenne qui le fait, c'est pas l'Union européenne qui l'impose, c'est pas l'Union européenne qui le demande. Donc, lorsqu'on nous dit on ne peut pas régler la question de l'immigration si on ne quitte pas l'Union européenne, c'est faux. Il faudrait quitter les États pour la résoudre d'une certaine manière. Voilà.
Et donc, le problème, c'est que les États ont fait n'importe quoi depuis des décennies. Ils ont fait ça parce que ils sont promoteurs d'une idéologie mondialiste où l'Européen ethnique n'existe plus, n'est qu'une variable d'ajustement économique. Et donc, en conséquence de quoi, nous sommes coincés. C'est-à-dire que nous restons dans le cadre de ces États-là, nous sommes obligés d'hériter de leur trahison. Nous sommes obligés d'assumer une politique que nous n'avons pas voulu, mais que nos gouvernements nous ont imposée. Comment s'en sortir, sachant qu'on ne peut pas faire de loi rétroactive? Il faut la table rase juridique européenne. C'est-à-dire, nous avons un droit constitutionnel et autres qui nous empêche d'agir. La Constitution française, lisez-la, lisez le bloc de constitutionnalité qui, en 1971, a décidé d'être appliqué par le Conseil constitutionnel. Lisez la Constitution française de 58 et lisez le préambule de 46 qui a été conservé. Lisez ces textes et vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'accuser l'Union européenne pour expliquer notre impuissance en matière de maîtrise de l'immigration. C'est pas au-delà. Donc le problème n'est pas de sortir de l'Union européenne, le problème c'est de sortir de la Constitution de 58, c'est de sortir de tous ces traités et ces accords internationaux, c'est de sortir de ce droit qui nous est imposé et c'est de sortir de cette logique d'une nationalité qui n'a plus de valeur. La nationalité française, et c'est pas depuis hier, a été largement dévaluée et dévoyée en étant donnée absolument à n'importe qui sur des critères extrêmement faibles. Et on se retrouve avec des gens qui ne sont pas du tout nos compatriotes et qui savent qu'ils ne le sont pas et qui ne prétendent pas, mais que nous considérons comme nos compatriotes parce qu'un bout de papier leur a été donné par un gouvernement qui n'avait pas la légitimité pour le faire. Nous sommes coincés par les États, sauf si nous les ont sautés. En termes clairs, si nous séparons des États et que nous faisons un État européen, l'État européen unitaire qui succédera aux États ne sera pas leur héritier juridique direct. Il n'y aura pas de continuité juridique, ça veut dire que l'État européen de demain fera ce que bon lui semble. Il sera libéré et délivré de toute influence extérieure et de toute règle juridique contraignante. Pour que les Européens puissent retrouver la maîtrise de leur destin, il faut se libérer de ce droit qui les entrave. Donc il faudra fonder un nouveau droit européen qui sera au service des Européens, qui servira à la démocratie véritable et qui ne sera pas imposé d'en haut par des élites qui sont de toute façon décadentes. Donc, la table rase juridique. La nationalité européenne, définie par l'ascendance, se substituera aux nationalités existantes sans que les nationalités actuelles existantes n'imposent cela. C'est-à-dire que la nationalité européenne, telle qu'elle sera définie, aura des critères d'application, des critères de convergence, et il n'y aura pas d'automaticité de son acquisition sous prétexte qu'un gouvernement national à tel endroit a donné la nationalité de son État à quelqu'un. On ne sera pas otage de ça, on remet les compteurs à zéro, on redéfinit l'Europe. Et évidemment, donc, il faut un État européen pour ce faire, unitaire, c'est dans le sens où il ne faut pas que ce soit une Europe des États actuels, comme l'Union européenne. Les États actuels, on les oublie. On peut avoir un système semi-fédéral, des euro-régions, tout ce qu'on veut. Ça sera dans un second temps. Mais il faut un État européen unitaire, c'est-à-dire un État européen tout court, qui aura la maîtrise du régalien, c'est-à-dire qu'il faudra un code civil européen, un code pénal européen. L'euro sera vraiment une monnaie nationale de l'Europe et pas seulement une monnaie unique, etc., etc. L'armée européenne, la diplomatie européenne, l'industrie européenne de l'armement, l'énergie européenne mise en commun, etc., etc., etc. Donc, il faut hériter de l'Union européenne, mais pas hériter des États. Il ne faut pas la détruire. Il faut en prendre la tête démocratiquement. Et c'est pour ça que je propose de conserver les symboles qui sont parfaitement corrects. Unis dans la diversité, passons. La devise n'est pas très belle, on pourrait la mettre en latin ou trouver autre chose. Le drapeau européen, qui est antérieur d'ailleurs à la CE, qui est antérieur à la construction européenne actuelle, n'est pas un problème. C'est un symbole qui peut être conservé par les chrétiens, qui voient la couronne mariale, le bleu du ciel, ou par les païens, qui voient le ciel souverain et les 12 dieux de l'Olympe, ou les 12 travaux d'Héraclès, ou tout ce qu'on veut. Bien. Le chiffre 12 en cercle, c'est le cercle de la concorde, ça vient de l'époque romaine. Donc, on peut le garder. L'hymne européen, c'est Schiller pour le texte, Beethoven pour la musique, l'un des 3 plus grands compositeurs européens de l'histoire avec Bach et Mozart, pour les appeler de leur vrai nom. Donc, Ludwig von Beethoven, ça ne me dérange pas. L'hymne à la joie, Ô Freund, Tochter der Elysium, Ô joie, fille des Champs-Élysées. C'est tout à fait européen, tout cela. Évidemment, nous avons nous-mêmes nos propres symboles au Parti des Européens. Lesquels? Eh bien, nous avons la version rouge romain du drapeau européen, donc avec le symbole qui est le nôtre, qu'on appelle un europlite, c'est-à-dire un euro hoplite. Si vous regardez, c'est pas seulement l'euro, c'est un euro guerrier, c'est un euro avec un bouclier et une lance, comme les 300 au Thermopyle. Voilà, c'est-à-dire que nous voulons une Europe politique, forte et qui se défende.
Le drapeau du parti ressemble donc au drapeau de l'Union européenne, mais en couleur rouge, la couleur de la guerre. La couleur rouge et or, c'est la couleur la plus historique ancienne. Ça n'a rien à voir avec le communisme, c'est un rouge sans sécher, c'est un rouge historique, c'est un rouge qui a été celui avec l'or du drapeau de la Macédoine antique, de la République romaine, de la Rousse de Kiev, etc. Il n'y a pas plus européen que ces deux couleurs réunies. Et donc l'europlite, l'euro de combat, si on peut dire, qui est notre symbole, pour dire que nous voulons l'Union européenne, mais en mode identitaire et en mode, non pas guerrier, mais en mode capable de défendre l'identité des Européens. Voilà l'idée de base. Et donc, effectivement, pourquoi un parti des Européens? Parce qu'il ne faut plus raisonner en étrangers et nationaux, mais il faut raisonner en européens et en non-européens, que j'utilise parfois sous le terme de pan-européen, ce qui est tout à fait synonyme. Je pense qu'il faut une révolution mentale des Européens pour se sauver, qui doit reposer sur un fort eurocentrisme. On accuse souvent l'Union européenne, l'Europe actuelle, les États européens actuels d'être eurocentrés. C'est la critique que font les mondialistes en permanence, que nous font les militants indigénistes, entre guillemets, du monde entier, c'est-à-dire les Européens raisonnent de manière eurocentrée. Eh bien, on aimerait que ça soit le cas. Malheureusement, leur eurocentrisme est pollué par l'universalisme. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'universalisme, ça n'existe pas. Il n'y a que des impérialismes culturels de chaque civilisation qui se partent de l'idée que leurs valeurs valent pour tous. Non, les valeurs européennes ne sont pas des valeurs d'exportation. La démocratie n'est pas exportable en dehors de la civilisation européenne et ce fut une faute de vouloir l'étendre en dehors. Ça ne fonctionne pas. Et puis, l'idée qu'il y a des droits et devoirs de l'homme et du citoyen, c'est très bien sur le papier, mais ça n'est pas universel là encore. Et donc, les autres civilisations nous disent quoi? Mais vos valeurs, on n'en veut pas, c'est les vôtres. Sauf que nous, on se sert de nos propres valeurs contre nous-mêmes et on les applique aux autres. Donc, l'universalisme doit être répudié. Alors, quelles sont les formes d'universalisme? Vous savez, l'universalisme, c'est pas depuis hier matin. Lorsqu'Alexandre le Grand a voulu faire épouser des princes gréco-macédoniens à des femmes iraniennes, même si l'Iran a une parenté historique avec nous, c'est déjà du mondialisme. Alexandre était un mondialiste. Alors qu'Aristote, son maître, avait expliqué tout le contraire. Et donc, il a nui à l'identité grecque en la menaçant d'un grand mélange avec l'Égypte, la Mésopotamie, que sais-je encore. L'universalisme romain, surtout sous l'Empire, et à partir notamment du IIIe siècle de notre ère, a été catastrophique. Jusqu'au règne de Pertinax en 194 de notre ère, bien que l'Empire romain comprenait des populations extrêmement différentes et beaucoup d'orientaux, ces orientaux n'avaient pas la citoyenneté romaine. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, c'était un empire romain eurocentré malgré tout. À partir notamment de Caracalla en 212 de notre ère, et à partir du moment où des empereurs ne sont plus des Européens, ça change tout. Et à partir de là, la citoyenneté romaine est donnée à l'ensemble de la population de l'Empire. Cet universalisme-là a détruit l'Empire romain et a favorisé d'ailleurs le christianisme au détriment de la religion native des Romains qui a été détruite par une religion universelle que certains empereurs ont imaginé développer parce que c'est plus facile avec une religion universelle de dominer des peuples disparates plutôt que de les unir. Effectivement, le paganisme, entre guillemets, est une religion ethnique, donc elle ne peut pas servir à unir des populations trop différentes. Il fallait changer de religion. Certains empereurs ont voulu faire évoluer le paganisme dans une sorte de monothéisme solaire. Tout cela, évidemment, c'était une erreur. Si on voulait sauver la foi native romaine, il fallait restaurer la République et se séparer de l'Orient. Ce qui est évidemment très compliqué. Donc, ces formes-là d'universalisme, elles sont obsolètes. Évidemment, personne ne se réclame de l'universalisme d'Alexandre ou de l'Empire romain. Mais on se réclame de l'universalisme chrétien, une religion qui se veut catholique parfois, donc universelle. N'importe qui peut être chrétien, au Japon, en Afrique noire ou ailleurs. Est-ce que nous voulons une religion qui soit la même pour toute la planète? Est-ce que c'est pas du mondialisme, ça? Le prosélytisme du christianisme et de l'islam, notamment, du bouddhisme dans une moindre mesure, mais surtout du christianisme et de l'islam, c'est une menace pour la diversité mondiale. C'est la destruction des cultes traditionnels, la destruction des identités fortes, notamment l'identité européenne. Vous voyez aujourd'hui une information sur laquelle 70% maintenant des prêtres qui viennent en France sont africains. C'est la démonstration du problème. Que des Européens soient chrétiens de tradition et respectent cette religion, c'est pas mon souci. L'Europe de demain respectera les croyances des Européens, évidemment. Mais il faut avoir conscience qu'il faut se désuniversaliser l'esprit. Alors, l'universalisme, il peut être chrétien, mais il peut être antichrétien, comme les loges maçonniques. Il peut être marxiste,
Les communistes ne sont pas moins universalistes que les autres, puisqu'ils veulent imposer leur modèle à la planète entière, tout comme les islamistes, avec qui parfois ils sont alliés, comme en Iran. Vous voyez, et les capitalistes aussi, à leur façon, sont des mondialistes. Le globalisme actuel, mondialisme, globaliste, c'est le terme anglais, ça vient bien du grand capital, notamment américain, anglo-saxon, etc. C'est pas né en Afrique noire ou en Chine. Bon, et c'est quelque chose qui nous dévore nous-mêmes. Et puis, il y a la repentance, l'idée que les Européens seraient des méchants sous prétexte de tel ou tel. On nous sort souvent le plus grand méchant de l'histoire, évidemment, Adolf Hitler, en oubliant qu'il n'a tué que des Européens. Il a tué des Européens de confession juive, il a tué des Européens de langue slave, de culture slave, des résistants et des Allemands, bien entendu, qu'il a fait tuer, soit parce qu'ils résistaient contre lui, soit parce qu'il les a envoyés à la mort au combat. Donc, vous voyez, il n'a pas tué d'Africains spécialement ou de Chinois. Hein, vous voyez, c'est une autodestruction de l'Europe. Or, on se sert de ça pour dire les Européens, regardez, vous êtes des atroces criminels. Les Européens ne sont pas responsables de ça. D'ailleurs, ce sont des Européens qui ont vaincu le nazisme. Tout comme c'est des Européens qui en ont été victimes. Voilà la réalité. Il ne faut plus accepter la repentance. Alors, la colonisation. La colonisation fut une erreur. D'abord, parce qu'elle était contraire à nos intérêts. Elle nous a ruinés, elle nous a coûté beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Nous n'avions pas à le faire. En plus, ça a créé un désordre démographique très profond en Afrique notamment. Donc, c'était pas rendre service à la planète. La surdémographie, c'est pas une bonne nouvelle pour le monde. Vous voyez, et c'est l'universalisme qui a poussé au colonialisme. Cette croyance folle qu'on pourrait transformer en européen le monde entier. Au lieu de transformer le monde entier en monde européen, on est en train de transformer l'Europe en autre chose, en le monde entier sauf l'Europe. Voyez le piège, voyez la trahison, voyez le mensonge. Il faut donc rassembler les Européens lucides, réveiller les Européens. Et bien entendu, il ne faut pas fermer la porte à un seul peuple européen. L'Europe doit être unie de l'Islande à la Russie. Et la Russie incluse, même si la guerre que Poutine mène contre l'Ukraine, et qu'on espère que Trump, avec devant lui, derrière lui, tous les Européens vassalisés, car c'est comme ça ce qui se passe, va pouvoir amener la paix. Pour combien de temps, on ne sait pas. C'est parce que l'Europe politique n'a pas été faite, que nous sommes désarmés. Regardez comment ça se passe face à Trump. Trump n'invite les Européens qu'après avoir réglé les choses avec la Russie. Et on le voit comme un directeur dans une réunion de travail. Les chefs d'État et de gouvernement présents sont des vassaux qui écoutent le chef, qui écoutent le directeur poser l'équation et qui disent « oui, chef ». Oh, chef, comme vous êtes bien, comme vous êtes beau. Madame von der Leyen dit « oh, grâce à vous, on a fait le meilleur accord possible économique pour les taxes douanières ». C'est-à-dire qu'on est dans la flatterie du chef. Voilà, le chef est beau, le chef est magnifique, il a toujours raison. Donc vous avez Macron qui rampe, vous avez Starmer qui rampe, vous avez tous ces gens-là. Mélanie s'en sort un tout petit peu mieux parce que Mélanie a le soutien de son peuple. Parce que la différence, elle est là. C'est que Starmer, Merz, Macron et les autres, ils sont dans des sondages les plus bas possibles. Il y a un rejet profond de leur personne et de leur politique. Ça fait remonter les droites populistes. Et donc, la réalité, elle est là. Comment voulez-vous être face à Trump, avec les casseroles que vous traînez? Et lui, il vous regarde, il est mort de rire. Si vous aviez un chef d'État européen, eh bien, vous savez quoi? Il aurait été invité par Trump, avec Poutine. S'il y avait un vrai chef d'État européen, il aurait été respecté. Il n'aurait pas été autour d'une table comme un neuneu. Voyez pourquoi l'Europe politique nécessaire. Quand dit Marine Le Pen là-dessus, oh non, regardez, l'Europe des indépendances et des souverainetés plus fortes. Mais c'est ça qu'elle veut. Elle veut l'Europe divisée. Elle l'a vu, ce que ça donnait. Au lieu de dire, ah, ça marche pas, ah non, il faut être divisé. Voilà, il faut être encore plus divisé. En fait, la seule chose qu'elle voulait, c'est qu'il n'y ait pas Madame von der Leyen et qu'il n'y ait pas l'OTAN. Voilà. Et ça changeait quoi à l'arrivée? Deux absents autour de la table, ça changeait quoi? Ça changeait rien. Il y aurait peut-être eu Sanchez, l'Espagnol, qui aurait été rampé devant Trump. Qu'est-ce que ça changeait? Donc le problème, il est là. L'Europe, année zéro, nous n'avons toujours pas avancé. Nous avons l'euro, très bien. Mais tous les pays de l'Europe n'ont pas. Et ça fait 2002, 23 ans. Et ensuite, nous avons les souverainistes qui nous emmerdent avec un référendum qui a eu 20 ans. C'est-à-dire leur argumentaire, c'est de dire, il y a 20 ans, vous ne nous avez pas respectés. Jamais, il y a 20 ans, les Français n'ont voté contre l'Union européenne ou contre la construction européenne ou contre l'euro. Ils ont voté contre un mauvais texte. On dit, oui, mais on leur a posé quand même. Mais il n'aurait jamais dû faire l'objet d'un référendum. C'est un traité de 300 pages illisible. On ne fait pas voter le peuple sur des traités illisibles de 300 pages. Poser des questions claires pour ou contre la peine de mort, ça peut faire un référendum. Pas un texte illisible qui n'est pas une constitution. C'est pas parce qu'on appelle ce texte constitution, c'est comme si je vois un chat dans la rue, je décide de l'appeler un chien, ça va le transformer en un chien. Non. Ben, c'est pareil. Donc, ras-le-bol de toujours ces arguments-là qu'on nous sort.
Donc voilà, pourquoi le Parti européen? Pour tout ça, pour toutes ces raisons. Parce qu'il faut ne plus laisser les euromondialistes avoir le monopole de la parole sur l'Europe. C'est nous les vrais européistes, ce ne sont pas eux. Parce qu'il ne faut plus laisser le discours anti-immigration dans les mains de l'extrême droite anti-européenne, qui de toute façon est amenée naturellement à trahir ce sujet. Regardez les discours de Marine Le Pen, regardez sa politique à Mayotte ou ailleurs, ce qu'elle prône. Elle ne défend pas l'identité ethnique des Français et des Européens. Elle l'a trahi comme les autres avant elle. Pourquoi lui faire confiance? Il n'y a pas plus de raison. Donc, il y a une absence de réponse politique européenne aujourd'hui, et nous voudrions que le discours que je porte et que mes amis soutiennent et aident, ce discours-là, enfin, ait la portée qu'elle mérite, c'est-à-dire une portée continentale et déjà même nationale pour commencer, ou même régionale. Aujourd'hui, nous partons fondamentalement de rien, parce que l'émergence médiatique est un préalable. Si Zemmour n'avait pas été à la télévision française pendant des années, il n'aurait pas été candidat aux élections présidentielles. Il faut exister. Si Jean-Marie Le Pen n'avait pas eu le coup de pouce de François Mitterrand dans les années 80, qui l'a amené dans des émissions où il était certes bon d'ailleurs, parce qu'il fallait l'être quand même, eh bien, il n'aurait pas existé. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Il faut émerger, sinon vous n'existez pas. Et on dit, il faut être candidat. Non. Si vous n'existez pas, vous n'êtes pas candidat. Ou là, vous faites du témoignage à Philippot, à la Sino compagnie, et vous faites 1% des voix, et vous resterez toujours à ce niveau-là. Donc c'est compliqué, c'est une véritable montagne à escalader, mais est-ce que nous avons d'autres choix? Vous voyez le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse politique en Europe à la situation que nous vivons. C'est un long pourrissement et un long remplacement. Et qui réagit à cela? Personne. Personne vraiment. Unir les Européens pour faire front. Unir les Européens pour bâtir cette Europe politique du XXIe siècle dont nous avons absolument besoin dans tous les domaines, pour peser face aux États-Unis, pour peser face à la Chine, pour résoudre vraiment la question migratoire sans être otage des politiques lamentables passées par les États. Tout repenser, table rase juridique pour repartir sur une base juridique saine, et on reconstruit une Europe politique digne de ce nom, on reconstruit un droit qui ne soit pas un droit contre le peuple, mais un droit du peuple. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, dans cette conférence qui sera évidemment rediffusée puisqu'elle est enregistrée et auquel vous pourrez faire référence. J'espère que ça va vous intéresser. J'aurais souhaité qu'on soit très nombreux, mais ma notoriété ne me le permet pas. Donc j'espère que beaucoup de gens vont m'écouter par la suite. Je vous salue, chers amis. Je ne voulais pas faire trop long. Et pensez, chers amis, avant tout, à une chose fondamentale. Si nous ne faisons pas l'Europe, il n'y aura plus d'Europe du tout. Et ceux qui nous parlent de l'Europe des nations, par exemple, se trompent de siècle et se trompent de combat. Ça ne veut rien dire, Europe des nations. Si c'est une Europe divisée en États-nations, c'est l'Union européenne actuelle. De quoi se plaignent-ils? Ils l'ont. Si c'est une Europe qui est plus forte, elle ne sera ni confédérale, ni internationale, ni même fédérale d'ailleurs. Elle sera unitaire dans le sens où les Européens se considéreront bien sûr comme un seul peuple. Alors on va me dire, oui, mais Monsieur Ferrier, il y a des identités charnelles, infra-européennes qui existent et auxquelles nous tenons. Mais j'y tiens aussi, évidemment. Il faut bien comprendre une chose, c'est pas parce qu'on aurait une Europe politique sous la forme d'un seul État que les identités des patries charnelles s'effaceraient. Je vais vous dire mieux. C'est parce que nous aurions cet État européen unitaire que la France de demain serait infiniment plus française qu'aujourd'hui. Et que la Bretagne de demain serait infiniment plus bretonne qu'aujourd'hui. L'État jacobin a détruit la France. Ce n'est pas l'Union européenne qui détruit. Eh bien, je vous l'affirme, l'État européen restaurera pour la France ce que l'État français a détruit ou aliéné. Vous savez, la table rase juridique, la disparition des États, ça peut faire peur. Je l'entends, bien sûr. Mais on va créer toutes les garanties pour que les salaires continuent de tomber, pour que la stabilité économique soit garantie, pour que le droit de la propriété soit préservé. Vous n'allez même pas sentir le changement. Simplement, au lieu de payer des impôts à la DRFIP, vous paierez à la DREIP. Je dis ça symboliquement, vous voyez. Il y aura bien sûr des phases progressives, il y a des systèmes qu'il faudra harmoniser, et ça ne se fera pas en claquement de doigts, et donc il faut de la subsidiarité. Mais à l'arrivée, ça sera indolore pour le plan économique. En revanche, sur le plan politique, c'est un véritable anaconda à faire à avaler, à certains, en tout cas. Mais nous n'avons pas le choix. Ou bien l'Europe s'unit, ou bien l'Europe périt. Ou bien les Européens retrouvent leur identité, restaurent l'intégrité identitaire de leur continent, ou bien ils finiront en dominer sur leur propre sol. Tout le monde le sait, tout le monde ne le dit pas. Oui, les Européens doivent s'unir ou périr. Est-ce que nous avons d'autres choix? Non. Alors faisons ce qui est nécessaire, ou bien nous ne pourrons qu'assister à la ruine de la plus grande civilisation de l'histoire par la faute d'elle-même,
par la faute de ses dirigeants et parce que les Européens n'auront pas fait ce qui était nécessaire pour se sauver à temps. Voilà l'enjeu. L'unité politique de l'Europe est une nécessité. Quiconque nie cela est un menteur ou un nuisible. Mais il ne suffit pas de dire qu'il faut l'Europe politique, il faut l'unité de l'Europe. Il ne suffit pas seulement de le proclamer, il faut le penser et ensuite le bâtir. Ceux qui parlent d'Europe politique aujourd'hui, comme Macron, ne le pensent pas. Tout comme Marine Le Pen, Macron est beaucoup plus intéressé par les questions africaines que par les questions européennes. Vous savez, finalement, l'Europe, c'est une bande de copains aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit, Donald Trump. Mes amis. Mais nous ne sommes pas amis avec M. Trump. Nous ne sommes pas son ennemi non plus, mais nous ne sommes pas son ami. Nous n'avons pas à l'être. Nous défendons nos intérêts d'Européens. Lui défend les intérêts américains, qui sont parfois les mêmes que nous. Parfois, mais pas toujours. Face à Poutine, il y aurait une Europe politique. Il n'y aurait pas eu de face à Poutine. Voilà. Poutine n'aurait pas attaqué l'Ukraine s'il y avait une Europe politique, avec une Europe militaire, etc. Il n'aurait pas fait parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire, parce qu'il n'aurait pas pu accuser les Américains d'être responsables de tous les malheurs. Si l'Europe occidentale ne tombait pas dans le wokisme, eh bien, on enlèverait beaucoup d'arguments à Poutine et sa propagande mensongère. Parce que la Russie ne va pas mieux que chez nous. Mais simplement, la Russie peut dire, regardez en France ce qui se passe. Et quand vous allez dans nos rues, vous voyez ce qui se passe. Cette propagande russe, elle est malhonnête, mais elle ne part pas de rien. Enlevons à Poutine ces arguments-là. Chaque argument que Poutine utilise contre nous, nous devons lui retirer. Comment on le retire? En faisant qu'il n'existe plus ce problème. Voilà, tout simplement, en mettant l'Europe sur les bons rails. Si l'Europe s'en sort, si l'Europe renaît, si l'Europe brille de mille feux, que vont penser les Russes? Qu'il vaut mieux rentrer dans cette Europe unie que garder un autocrate qui vole le peuple et qui est corrompu. Vous voyez bien, Loukachenko et Poutine, demain, si l'Europe est faite, ils tombent tout de suite. Pas l'Europe actuelle, ça c'est clair. Pour vaincre les autocrates, il faut séduire leur peuple. Pour vaincre les autocrates, il faut montrer que le peuple russe a intérêt à avoir mieux qu'eux, c'est-à-dire l'Europe unie. Notre programme, il vaut pour les Russes comme pour tous les autres Européens. Si vous voulez que les Russes de Saint-Pétersbourg et de Moscou retrouvent leur aspect slave, russe et européen, il faut nous soutenir aussi. Parce que sinon, vous aurez la même chose à Moscou qu'à Paris. C'est tout. Et c'est en train de se faire. Le programme du Parti européen, c'est pour tous les Européens. Rien que pour les Européens. Je vous remercie.